et bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Objectif Monde l'Hebdo, c'est le magazine des rédactions partenaires que vous retrouvez désormais chaque semaine. Objectif Monde l'Hebdo, c'est une coproduction entre la RTS, la radio-télévision suisse, et TV5 Monde. Il y a 10 ans, le séisme qui ravageait Haïti faisait la une des journaux. Aujourd'hui, la reconstruction du pays est un véritable désastre. Insécurité, pauvreté, corruption. La vie est très difficile pour l'immense majorité des Haïtiens et des Haïtiennes qui manifestent leur colère depuis des mois. Des jeunes ont décidé de créer des mouvements via les réseaux sociaux afin de demander des comptes. Luc Chartrand, journaliste à Radio-Canada, est parti à leur rencontre pour l'émission Enquête avant de retrouver Luc Chartrand qui est en duplex de Montréal et l'écrivain Jean Ziegler qui est avec nous en plateau. On regarde son reportage. Pays loc, c'est-à-dire pays bloqué. Lors de notre passage à Port-au-Prince, la grève générale en est à sa 5e semaine. Depuis les premiers jours de septembre, l'odeur des pneus qui brûlent n'a pas quitté les rues de la capitale. Le pays loc, cela signifie aussi que les routes sont bloquées à travers le pays. Les biens de première nécessité, le pétrole, le matériel médical, plus rien ne circule normalement. Partout, on manque de tout. Mais la contestation ne faiblit pas. C'est toute la population qui ne veut plus continuer à vivre dans ces conditions inhumaines. C'est toute la population qui ne veut plus qu'un petit 1% s'approprie toutes les richesses du pays pendant qu'ils sont en train de couper dans la crasse. C'est toute la population qui est contre la corruption. Il y a un bagage qui n'a cœur lutte que moi-même moi engagé là-dedans. Vélina Élisée Charlier est aux premières lignes de ce vaste mouvement anticorruption. Elle est née à Montréal, a passé son enfance en Haïti avant d'étudier l'administration à l'UQAM. Ce qu'on a vu après le séisme, c'est toute cette mafia économique qui en a profité pour se remplir les poches encore plus. Et comme c'était des gens qui étaient déjà dans l'administration publique, donc ils connaissent très bien tous les couloirs de l'administration publique, donc ils ont fait que perpétuer cette pratique d'impunité, de corruption que nous avons en Haïti et qui remonte vraiment à près de 200 ans. Le séisme du 12 janvier 2010 a été une des plus grandes catastrophes humanitaires de l'histoire. 280 000 morts et 300 000 blessés en quelques minutes. Plusieurs ont vu naître dans cette catastrophe l'espoir de reconstruire Haïti sur des bases nouvelles. Nous voici aujourd'hui répondant à un nouveau rendez-vous pour transformer les décombres laissés par le séisme du 12 janvier en un vaste chantier de reconstruction et de refondation de la nation haïtienne. Il ne reste rien de ce rêve. L'aide massive internationale, dont celle du Canada, est venue surtout par le biais d'ONG qui ont déferlé sur Haïti pour s'occuper des besoins les plus criants. Le gouvernement haïtien, lui, bénéficiait d'un fonds propre de 3 milliards de dollars, constitué à partir d'une aide venue du Venezuela, le fonds Petro-Caribé. Le président vénézuélien Hugo Chavez avait offert à plusieurs pays des Caraïbes, dont Haïti, d'acheter du pétrole à prix d'escompte, d'engranger les profits de la vente d'essence à la population et de rembourser dans 25 ans. Cet argent devait être dédié au développement. C'est la dilapidation patente de ce fonds de plusieurs milliards qui va faire sauter le couvercle de la patience haïtienne et créer ce qu'on appelle le mouvement des Petro-Challengers. Quand on a vu cet argent-là se faire dilapider, que ce soit dans des buildings, que ce soit dans des autos, que ce soit dans des bateaux, que ce soit dans des projets personnels à travers le pays, dont des sénateurs, des députés ou des membres très proches du pouvoir. Donc là, c'était dans notre face. Et là, Gilbert Mirambeau, producteur et scénariste, a été le premier Petro-Challenger. Donc ça donnait tout un cocktail pour que les gens disent, vous savez quoi? On n'en veut plus de ce système.
Ce ras-le-bol se réveille a pris naissance un matin d'été 2018 à Montréal, où vivait alors Gilbert Mirambeau. Je me suis réveillé vers 4-5 heures, j'ai pris ma douche, j'attendais ma sœur, je lui ai dit « il faut que je fasse une photo ». Il publie cette photo sur Twitter. Une question, Coq-Cob Petro-Caribéa. Où est passé l'argent de Petro-Caribé? Une question slogan qu'on retrouve 18 mois plus tard, encore frappée sur les murs de Port-au-Prince. J'ai vu que mon téléphone a commencé à exploser, puis 3 jours plus tard, c'est devenu viral. Gilbert Mirambeau revient en Haïti. Le mouvement Petro-Challenger fait boule de neige dans un pays déjà survolté par l'augmentation brutale du prix de l'essence, une inflation généralisée. Une trentaine de jeunes se mobilisent autour du tweet de Gilbert Mirambeau pour former le groupe Nous Pape Domi. Nous ne dormons pas. Manifestation, sit-in, ils vont forcer la main des juges de la Cour supérieure des comptes qui, selon eux, tardent à publier les conclusions d'une vaste enquête sur ce fonds. Quand on a fait pression, qu'on a exigé qu'ils nous donnent le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé, on a eu 10 ans de gargotage, 10 ans de dilapidation, 10 ans de corruption étalés comme ça au vu et au su de tous. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de rumeurs, on s'en doutait. Hein? 2 rapports successifs sont autant de bombes. Le gaspillage de ce fonds Petro-Caribé qui devait servir au développement est évident. Moi, sermenté devant bon Dieu et devant pays. Un système de corruption généralisée est mis en lumière de 2008 à 2018 sous 4 présidences et 6 gouvernements. C'est du pareil au même. Même l'actuel président Jovenel Moïse est épinglé pour un stratagème daté d'avant sa présidence, alors qu'il était homme d'affaires et que 2 de ses compagnies ont signé 2 contrats presque identiques pour la même construction d'une même route. 2 entreprises ont eu même numéro fiscal, même numéro de taxe et ont reçu de l'argent pour faire le même projet. Le rapport ne mâche pas ses mots. Il y a eu collusion, favoritisme. Ce n'est ni plus ni moins qu'un stratagème de détournement de fonds. Basé sur ça, un corrompu ne peut pas diriger une nation. C'est aussi simple que ça. Le président a nié avoir perçu l'argent découlant de ses contrats, mais jusqu'ici, aucune procédure judiciaire n'a permis d'y voir clair. N'a demandé démission avec départ le président inculpé, Jovenel Moïse. Jovenel volé! Jovenel allé! La démission du président Moïse est devenue le premier slogan de la contestation nationale. Mais pour ces jeunes, il faut aller bien plus loin. Ils veulent changer le système. L'avocat Samuel Madistin, qui a déjà siégé comme sénateur, dirige aujourd'hui la Fondation Jeclair, une ONG qui lutte contre la corruption politique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui habite chez vous, à côté de chez vous, qui ne peut pas acheter une bicyclette, mais qui est populaire, qui est aimé de sa communauté, qui est élu député. 1 an plus tard, eh bien, il peut construire 2-3 immeubles pour $1 million, pour $600 000. Et dans toute impunité, hein, personne ne dit rien. Un des enjeux, mettre fin à l'immunité qui protège les élus de toute poursuite. Ce sont des gens, justement, qui bénéficient de l'immunité. Soit de l'immunité parlementaire, soit de l'immunité comme président de la République, ou bien comme ministre, ou bien comme directeur général. Et nous avons demandé à ce que les immunités tombent devant la lutte contre la corruption. Vive la zone économique Petro-Caribé. Merci. L'arrivée d'un nouveau président en 2011, Michel Martelly, crée l'espoir qu'il saura faire bon usage du fonds Petro-Caribé, le seul sous responsabilité haïtienne. C'est une image d'un pays moderne, une petite Suisse des Caraïbes que l'on croit apercevoir à travers ces photos tirées d'un bilan officiel du fonds Petro-Caribé. Sur le terrain, c'est une autre image. Pour chaque projet qu'on dit compléter, plusieurs font l'objet de blâmes pour retard, coûts excessifs, mauvaise gestion comptable ou contrats irréguliers. Une foule d'autres chantiers restent en plan, faute de fonds, comme ce projet de viaduc dans la commune de Carrefour. Le séisme, puis les ouragans Sandy et Matthew sont autant d'occasions de suspendre le processus d'attribution des contrats par appel d'offres.
Ils seront donnés de gré à gré au nom de l'état d'urgence. L'urgence a même été invoquée pour donner des contrats d'amélioration de terrains sportifs et de poses de gazon synthétique. Au moment où les enquêteurs se sont rendus sur plusieurs de ces terrains, ils les ont trouvés inondés à la moindre pluie, faute de drainage, aux filets déchirés et sans trace du fameux gazon synthétique. Un programme qui avait coûté plus de 13 millions. Petro-Caribé, contrairement aux autres scandales financiers dans le pays, c'est tangible. Ça se voit. Ces rapports-là sont des rapports techniques faits par des vérificateurs, des auditeurs de la Cour. Donc, c'est vraiment une première dans la lutte contre la corruption ici. En octobre, des dizaines de milliers de manifestants ont répondu à un appel des artistes. Nous sommes police civile. Des policiers, des enseignants, des professionnels de la santé, le clergé ont chacun tenu leur manifestation. Oui, nous voulons renverser un chef d'État et je suis sûr que nous finirons par le faire. L'avocat André Michel, ex-candidat à la présidence, a longtemps dénoncé la culture de la corruption. Il est une des principales figures de l'opposition. Il appelle ouvertement au soulèvement. Oui, nous voulons casser un système d'exclusion qui a laissé au bord du chemin les jeunes, les femmes, les paysans, mais on ne veut pas arriver à une situation de chaos, c'est parce que nous recherchons. Insurrection, mais aussi banditisme et guerre de gang. Sur les routes, le kidnapping et le rançonnage sont monnaie courante. À la faveur des manifs, des commerces sont incendiés ou pillés. L'organisme de droits humains en Haïti, le RNDDH, recense la mort de 233 personnes depuis juillet 2018. Des morts qu'on attribue à l'intervention des autorités, mais qui sont aussi souvent le résultat de règlements de compte entre factions rivales. La violence politique par les armes est endémique en Haïti. En septembre, au milieu de ce chaos, un sénateur sort son pistolet devant des manifestants et tire à l'aveuglette, blessant un photographe de presse. Notre travail pour que la paix retourne. 15 octobre, partout dans le pays, on écoute le président Moïse en conférence de presse faire une de ses très rares apparitions. Il déclare qu'il reste en poste. Moi, je demandé pour démissionner. Est-ce qu'on entend démissionner ou pas? On a toujours parlé pour nous demander. Il n'en faut pas plus pour déclencher de nouvelles manifestations spontanées. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Jovenel Moïse s'accroche au pouvoir? Il a peur de faire face à la rigueur de la justice qui pousse M. Jovenel Moïse à s'accrocher au pouvoir en dépit du fait qu'il est évident que Jovenel Moïse ne gouverne plus. Le président Jovenel Moïse ne dirige plus rien. A-t-il même confiance en sa propre police? Le 17 octobre, lorsqu'il doit sortir pour une fonction protocolaire, des agents de sécurité étrangers, privés, sont filmés montant la garde depuis une tour avoisinante. Ce qui renforce l'idée que Jovenel Moïse doit sa survie politique au soutien de la communauté internationale, aux États-Unis en particulier. J'espère surtout que la communauté internationale qui continue de supporter Jovenel Moïse finira par comprendre que la communauté internationale n'a pas le droit de continuer à supporter un chef d'État rejeté par la population. Le consensus social contre la corruption est désormais tel que toute la classe politique s'en réclame. Jovenel démissionné. Y compris de vieux routiers de la politique haïtienne, comme le sénateur Yuri Latortue, un des principaux adversaires politiques du président Moïse. Le sénateur Latortue incarne bien les contradictions de la politique haïtienne. On le surnomme « Monsieur 30 % en référence à la commission qu'on l'accuse de percevoir pour des contrats gouvernementaux. Il y a des gens qui écrivent à votre sujet et qui disent c'est Monsieur 30 %. Vous avez déjà entendu ça? Oui, j'ai entendu ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, il y a des tribunaux, il y a des institutions comme l'UQF, ils peuvent ouvrir des enquêtes, à mon succès. Ils doivent le faire s'ils ont des preuves. Mais jusqu'à présent, ils parlent dans les réseaux sociaux. Moi, j'attends.
Cette réputation ne l'a pas empêché en 2016 de présider la Commission éthique et anticorruption du Sénat et de produire un premier rapport sur le scandale Petro-Caribé. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui un pétro-challenger? Moi, je ne suis pas un pétro-challenger dans le sens de pétro-challenger. Ce sont les jeunes qui sont venus soutenir mon rapport. Mais moi, je peux dire, en fin de compte, j'appuie les pétro-challengers, puisque ce sont les jeunes qui, sur les réseaux sociaux, ont dit où est l'argent de Petro-Caribé. Les jeunes Petro-Challengers doivent composer avec un succès qui les dépasse. Ils ont beaucoup de compagnons de route. Tout le monde, y compris des partis politiques traditionnels, appelle aujourd'hui à manifester. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu de voir ces gens maintenant se dire contre la corruption? C'est exactement ce contre quoi on se bat. La bataille pour avoir le procès Petro-Caribé, pour tracer l'exemple, ce n'est pas une bataille pour donner un endroit aux gens pour venir se laver et se redorer leur blason. Le sénateur La Tortue se dit prêt à se mettre en retrait. Si le président démissionne, nous, on ne va pas se retrouver dans la transition. On ne va occuper aucun poste dans l'État. Au contraire, j'ai mis mon mandat sur la table et on compte démissionner du Sénat pour pouvoir laisser la transition faire les changements nécessaires. Cet objectif-là, c'est Jovenel. Le groupe Noupap Domi sait qu'il se trouve à la croisée des chemins. Il discute aujourd'hui de la transition advenant le départ souhaité du président. Il y a plusieurs groupes qui se positionnent comme des alternatives pour faire cette transition. Il y a aussi notre alternative. C'est nous, c'est la jeunesse. Il y en a parmi nous qui n'ont pas envie de faire la politique. Il y en a parmi nous qui disent c'est le moment, il faut y aller. Mais c'est très compliqué déjà dans mon groupe, tu as ce regard sur la politique. Et ça me fait très peur parce qu'il faut investir l'espace politique. Retour sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo avec nous l'écrivain Jean Ziegler. Merci d'être avec nous. Merci à vous. En duplex de Montréal, Luc Chartrand. Luc Chartrand, vous avez été en reportage justement en octobre à Haïti. Aujourd'hui, le président Jovenel Moïse n'a toujours pas démissionné. Les manifestations continuent, mais pourtant il y a une réelle crainte d'un essoufflement du mouvement. Eh bien, vous l'avez dit, le président Moïse, dont on réclamait le départ dans la rue partout depuis septembre jusqu'à décembre, il a misé sur la résistance, sur l'essoufflement de ce mouvement de contestation. Il est resté, malgré les appels de tous les milieux de la société haïtienne à son départ. Et puis, ça semble l'avoir servi, puisqu'il y a quand même un essoufflement aujourd'hui de la contestation directe, c'est-à-dire que la rue s'est quand même calmée, même s'il persiste un mouvement de manifestation. On n'est plus dans cette situation depuis décembre de pays bloqués où plus rien ne circule en Haïti. Il y a un grand sentiment en ce moment de désorganisation de la société. On se demande si ce n'est pas téléguidé politiquement, tout ça. C'est ce que prétend le président Moïse. Mais enfin, la situation n'est pas calme pour autant. Luc Chartrand, comment expliquer l'échec de la reconstruction? C'est la faute à qui? À la communauté internationale, aux Haïtiens, aux ONG? À qui la faute? La faute, elle est peut-être à cette naïveté qu'on a exprimée au lendemain du séisme. Vous savez, on disait à l'époque, et j'y étais, c'est une occasion pour reconstruire Haïti sur des bases nouvelles. Alors oui, beaucoup d'argent a été dépensé en Haïti, mais bon, c'est sûr que le pays aujourd'hui demeure dans un état probablement plus déprimé que ce qu'il était avant le séisme. Alors évidemment, oui, c'est un échec. À qui la faute? Bien, écoutez, c'est un peu la faute de tous. Les ONG ont eu des effets pervers pour les Haïtiens. Elles ont drainé vers elles le capital humain haïtien au détriment des institutions haïtiennes. Le gouvernement haïtien était impotent et il est resté. Et puis, la communauté internationale, écoutez, a fini par se désintéresser de la situation. Donc, tout le monde est un peu coupable, mais personne n'est vraiment responsable ou redevable dans cette situation en ce moment. Luc Chartrand, on va revenir vers vous. Jean Ziegler, vous êtes l'auteur du livre Lesbos, la honte de l'Europe. Mais vous connaissez bien Haïti et c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Comment vous expliquez le désastre de la reconstruction? Vous dites que ce n'est pas uniquement la faute des Haïtiens, c'est aussi une question d'histoire. D'abord, le film est magnifique. Hein. Le film montre la situation actuelle. C'est un film magnifique. Mais il y a toute une histoire haïtienne qui est une histoire de gloire et de souffrance. Vous savez qu'en 1790-91,
1791, pour la première fois, les esclaves de la plus grande, la plus riche colonie Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, de France, se sont levés, se sont libérés, ont massacré les colons blancs, les planteurs blancs, et ont libéré les esclaves, ont déclaré l'indépendance de la République de Haïti. Ils ont été reconquis, etc., etc. Et en 1814, le roi français, le roi de France XVIII, Louis XVIII, oui. a mis le chantage sur ces nouvelles républiques indépendantes, noires des Caraïbes, a dit on va faire un blocus naval total, on va vous étouffer, blocus naval total, nourriture, etc., etc., si vous ne payez pas aux anciens propriétaires d'esclaves un dédommagement de 150 millions de francs or. Et les Haïtiens, pour ne pas mourir de faim, pour échapper au blocus naval, ont dû accepter, le président Boyer à l'époque a dû accepter de payer. Et les Haïtiens ont payé jusqu'en 1883, jusqu'au dernier sou de cette somme incroyable. Alors, Haïti est parti dans l'indépendance avec une hypothèque effroyable, avec une dette extérieure tout à fait effroyable. Et ensuite, plus tard, à cause de cette dette extérieure administrée par le Fonds monétaire international, je saute aux années 1980, le Fonds monétaire international a imposé un programme structurel qui a forcé le gouvernement haïtien de laisser tomber, de liquider toute la protection des paysans planteurs de riz, parce que le riz est la nourriture de base, et en 80-82, Haïti était totalement autosuffisante en riz. Les planteurs américains de riz ont ensuite inondé, le Fonds monétaire international a forcé le gouvernement haïtien de liquider la taxe douanière de protection de 30%, et le riz américain subventionné massivement par Washington a inondé Haïti, a liquidé pratiquement l'agriculture locale. Et pour aller pas trop loin, au moment où l'horrible catastrophe du 12 janvier 2010 s'est produit, plus de 200 000 morts, eh bien ce peuple courageux, formidable, qui a fait l'insurrection, c'était le peuple de Toussaint Louverture, ce peuple était un peuple affaibli. Et l'État était un État en déréliction bien avant la catastrophe. Et à cause du chantage français. Et quand le président Bertrand Aristide, a demandé à l'ONU, à Durban, à la conférence internationale contre le racisme, le remboursement de cette dette incroyable imposée par le chantage par la France, et bien 3 ans après, les services secrets français l'ont renversé. Donc ce peuple magnifique de Haïti, 11 millions d'Haïtiens sur 27 000 km², a une histoire de gloire, de souffrance, de résistance, mais de beaucoup de victimisation. Luc Chartrand, c'est ça justement, vous aussi vous partagez ce point de vue, l'histoire d'Haïti est lourde, mais l'avenir, lui, ces pétro-challengers, ils vont devenir politiciens, qu'est-ce qu'ils vont devenir de lui? Il n'y a pas un risque de récupération politique? Bien, ces jeunes qu'on voit dans le reportage sont tout à fait conscients du risque de récupération politique. D'ailleurs, on l'a bien vu tout cet automne de contestation. Ils ont vu les partis d'opposition traditionnels se prendre la rue et se réclamer à leur tour de la lutte anticorruption. Et ce sont souvent des gens qui ont eux-mêmes fait partie du système par le passé, qui se sont retrouvés tout à coup chevaliers du nettoyage politique en Haïti. Alors, ces jeunes, évidemment, ils sont très conscients de ce risque-là. D'ailleurs, ils se sont dissociés à partir de décembre des manifestations proprement dites dans la rue. Ils essaient de constituer en ce moment un réseau, un mouvement de jeunesse national qui soit orienté vers la lutte anticorruption. Ils sont bien à la croisée des chemins parce qu'ils comprennent bien qu'ils doivent éviter une récupération, mais en même temps, ils ne peuvent pas rester complètement indépendants du champ politique. Dans votre reportage, on voit cette question de l'insécurité, on voit des scènes vraiment extrêmement estomacantes. Est-ce que vous-même, vous avez eu peur par instant lors de ce reportage?
Nous avons été prudents et dans les manifestations, c'était très volatile. Il y avait aussi une certaine agressivité envers les étrangers, envers les Français, les Canadiens et les Américains, qui sont perçus comme étant les pays qui mettent ni plus ni moins qu'Haïti qu'en tutelle. En tout cas, c'est une perception là-bas. Donc, on a senti parfois cette agressivité. On a aussi vu nos collègues journalistes haïtiens qui portaient des gilets pare-balles et des casques. Là, nous avons décidé de faire comme eux. Ceci dit, non, il n'est pas arrivé d'incident fâcheux vraiment pour nous. Mais oui, Haïti est en situation extrêmement dangereuse. Il faut être très prudent lorsqu'on y va. Et puis, on comprend qu'on déconseille aux voyageurs de s'y rendre. Merci Jean Ziegler d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Et je rappelle cet ouvrage que vous venez d'écrire, Lesbos, la honte de l'Europe. Merci également à vous, Luc Chartrand, d'avoir été en duplex pour nous depuis Montréal. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et sur TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine.